Chers partenaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence à ce nouveau webinaire de la référence Pierre, dont le sujet ce matin sera la revente en LMNP gérée sous bail commercial. En d'autres termes, le marché secondaire du LMNP en résidence service. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Olivier Bernada, directeur de la référence Pierre, et je suis accompagné ce matin de Mathilde Mercier, la responsable du développement du LMNP sur le marché secondaire pour la référence Pierre et plus généralement pour le groupe IDIMO. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. L'objectif ce matin, c'est de vous expliquer le plus clairement possible, d'une part, quel est notre positionnement sur le marché secondaire du LMNP. Vous le verrez, on essaye d'avoir un positionnement un tout petit peu différencié par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Et d'autre part, avec Mathilde, eh bien, nous verrons tous les points d'attention que vous devez avoir pour intervenir sur ce marché. Et enfin, on vous encouragera via Mathilde toujours à nous envoyer des dossiers d'estimation de clients de vos portefeuilles qui souhaiteraient potentiellement revendre leurs biens en résidence service, puisqu'on a la capacité à vous offrir rapidement une solution de liquidité avec, vous le verrez juste après, un positionnement sur les estimations qui est un tout petit peu différent de ce qui peut se faire sur le marché. Pour commencer, vous rappelez que la revente en LMNP gérée sous bail commercial est un sujet potentiellement assez technique qui génère différentes problématiques qui doivent être étudiées au plus près. Ce pourquoi il est important pour vous, professionnels du patrimoine, de se faire accompagner par des professionnels de ce métier-là, puisque il y a beaucoup de choses à vérifier lorsqu'on prend un produit en LMNP ancien à la commercialisation. Mathilde en reparlera tout à l'heure. Et il y a une nécessité absolue d'avoir une analyse très forte de plusieurs critères concernant le bien évidemment, concernant le bail commercial, concernant aussi la situation de l'exploitant, concernant la situation du bail aussi, est-ce qu'on est sur un bail en cours, un bail renouvelé, un nouveau bail ferme, etc., etc. Donc il y a toute une ingénierie à mettre en place que Mathilde détaillera tout à l'heure et qui est absolument importante pour sécuriser à la fois le vendeur, mais aussi sécuriser bien évidemment le futur investisseur. Une fois qu'on a dit ça, quels sont nos objectifs et surtout convictions sur ce marché qui représente pour nous une nouvelle activité, dans le sens où on a lancé le LMNP sur le marché secondaire il y a maintenant quelques mois dans le cadre de la référence Pierre. Donc c'est une activité qui est naissante chez nous, mais avec déjà des premiers résultats qui sont extrêmement encourageants. Le premier élément, bien évidemment, c'est de vous garantir le plus rapidement possible une évaluation précise. Voilà, on ne sera pas là pour faire des évaluations qu'on ne tiendra pas ensuite en termes de commercialisation. On n'est pas là pour prendre des mandats à tout prix. On est là pour vous garantir une évaluation la plus juste possible pour votre client vendeur et surtout une évaluation que l'on pourra respecter par rapport aux futurs investisseurs. Deuxième élément, j'ai dit tout à l'heure, sécuriser la transaction, donc avec l'intervention de Mathilde et ses équipes, et puis avec l'intervention également de notre administration des ventes, eh bien, on vous accompagnera, vous, le vendeur et ou potentiellement l'investisseur, sur la tenue de tout le process commercial et la sécurisation de la transaction. Élément le plus important, à mon sens, par rapport à notre positionnement sur le marché, c'est que je souhaite que l'on respecte un équilibre le plus juste possible entre le vendeur et l'acquéreur. Je m'explique. Sur le marché, jusqu'à maintenant, vous avez des structures qui fonctionnent très bien et qui ont des résultats qui sont absolument remarquables. Simplement, certaines de ces structures ont souvent tendance à privilégier les intérêts de l'acquéreur par rapport aux intérêts du vendeur. Donc, si je veux être plus précis, à proposer des nets vendeurs pour les clients qui sont vendeurs, justement assez agressifs dans le mauvais sens du terme, l'objectif étant de maximiser au plus la rentabilité qui sera affiché sur le bien à la revente, puisque plus on a une rentabilité forte, bien évidemment, plus on a des chances de revendre rapidement. Alors c'est un raisonnement qui peut s'entendre, mais qui a une certaine limite. La limite, c'est que
on a une petite musique sur le marché qui s'installe depuis maintenant quelques années, avec des clients et même des professionnels du patrimoine dont vous faites partie, qui pensent que la location meublée sous bail commercial, ça se revend nécessairement avec des moins-values. C'est cette idée qu'on veut battre en brèche, si vous voulez, en assurant encore une fois un équilibre plus important entre le vendeur et l'acquéreur, et donc en proposant, et on vous expliquera tout à l'heure comment, en vous proposant des nets vendeurs qui sont mieux disants que la concurrence et qui permettent au vendeur de sortir dans des conditions qui sont pour lui plus favorables. On souhaite également avoir des honoraires qui soient maîtrisés. Il peut y avoir certaines dérives sur ce marché où effectivement certains honoraires arrivent à des niveaux qui sont assez importants, voire trop importants. Et ça a aussi un impact sur le net vendeur que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, on essaye d'avoir un équilibre entre les intérêts du vendeur, de l'acquéreur et vos intérêts également, puisque il y a un commissionnement qui sera lié bien évidemment à votre intervention sur ce marché-là via la référence Pierre. Autre élément important de notre intervention, on souhaite dans le développement de notre offre conserver une sélection extrêmement forte des biens. On ne sera pas là pour avoir un catalogue de 300, 400, 500 lots avec des destinations parfois plus ou moins exotiques, avec des rendements extrêmement variables entre 3 et 9%. On souhaite maîtriser notre catalogue et mettre sur le catalogue justement des biens rigoureusement sélectionnés qui correspondent à un niveau de sécurisation des loyers et de la valorisation métrique pour vos clients qui soit la plus importante possible. Dernier élément sur nos convictions, avant de passer à un exemple précis, on a fait le choix au niveau du groupe et avec Mathilde d'exclure les produits de résidence médicalisée de notre intervention sur le marché secondaire pour une raison simple, c'est que j'estime aujourd'hui que les rentabilités qui sont proposées sur ces supports d'investissement ne rémunèrent pas suffisamment le risque embarqué sur ce type d'investissement. Je m'explique et vous le voyez bien évidemment sur le marché et vous connaissez ces problématiques. Le produit en résidence médicalisée est en termes de valorisation extrêmement lié à l'exploitation commerciale qu'en est faite, et vous savez qu'il y a un risque majeur sur ce type d'opération, c'est le transfert des autorisations d'exploitation qui commence malheureusement à se faire de plus en plus régulièrement sur le marché, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais c'est un risque qu'il faut rémunérer, et pour moi, à des rendements de 4,50, 5%, qui sont des rendements qu'on peut trouver sur des résidences de tourisme ou des résidences seniors, eh bien, c'est pas un rendement suffisant pour rémunérer ce risque, puisque à des rendements équivalents, je préfère largement proposer des résidences seniors et des résidences de tourisme qui ont un risque sur la valeur qui est beaucoup moins important. Je m'explique, si vous avez un départ de l'exploitant sur ce type de support, eh bien, vous n'avez pas une valorisation de votre support qui baisse de manière drastique, peut-être même au contraire si on a une valorisation sur le marché immobilier. Donc j'ai un vrai problème aujourd'hui sur la cohérence du rendement par rapport au risque embarqué sur ces opérations. Ce pourquoi, en tout cas c'est un choix qu'on a fait, on n'intervient pas sur le marché de la résidence médicalisée sur le neuf et également sur le marché secondaire. Un petit exemple d'une opération qu'on a réalisée il y a maintenant quelques mois, qui était une de nos premières opérations sur le marché secondaire, pour vous démontrer la capacité que l'on a à proposer d'une part des net vendeurs qui sont plus intéressants que la concurrence, et surtout à vendre les produits que nous prenons à la commercialisation à des prix plus importants. Il s'agissait en l'occurrence d'une résidence de tourisme qui s'appelle Cap Azur à Saint-Mandrier dans le Var, exploitée par Nemea. C'est une opération qui avait été estimée par deux concurrents aux alentours de 200 000 euros net vendeurs. Nous avions fait une estimation à 240 000 euros net vendeur, et on a fini par vendre le produit à 230 000 euros net vendeur. Donc un gain net pour l'investisseur de 30 000 euros, donc plus de 15%, enfin environ même directement 15% du prix de vente. Donc c'est pas neutre. Ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire que il est possible d'avoir un équilibre entre l'investisseur et le vendeur beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir sur d'autres opérations, puisque là, on a un vendeur qui était extrêmement content, puisqu'il a vendu son bien
au niveau du prix d'acquisition, alors qu'il a gardé le bien très peu de temps, hein, puisque le bien avait seulement 5 ans d'exploitation. Donc, ça vous prouve, si il fallait le faire, qu'il est possible de revendre de la location meublée, même dans des délais courts, à des prix qui sont tout à fait cohérents. Voilà, il n'y a pas une moins-value pour le vendeur. Et l'acquéreur, eh bien, acheter un bien de qualité sur un emplacement exceptionnel. Vous voyez par la photo, on est en première ligne Méditerranée avec un exploitant de top qualité également qui est Nemea, et un rendement qui est tout à fait cohérent pour ce type d'exploitant et pour ce type d'emplacement. Donc ça, c'est central dans notre stratégie, et ça doit vous encourager à nous solliciter pour des estimations, pour des clients qui souhaiteraient revendre leur bien, puisque avec notre positionnement que je viens de vous expliquer, on sera normalement en capacité de vous proposer, ou de proposer à vos clients plutôt, des net vendeurs qui seront mieux offrants que la concurrence. Avant de laisser la parole à Mathilde, le premier critère d'analyse que l'on doit avoir, bien évidemment, sur un bien en location meublée sur le marché secondaire, correspond à l'emplacement et également aux caractéristiques intrinsèques du bien. Concernant les emplacements, on va avoir une sélectivité extrêmement forte. Je vous rappelle que l'on fait partie du groupe Arkea, et que chaque opération que l'on met à la commercialisation, que ce soit des résidences en totalité sur le neuf ou des biens diffus sur le marché de l'ancien, doivent être validés au niveau de notre actionnaire de référence qui est Arkea. Donc on se doit d'avoir effectivement une sélection extrêmement rigoureuse sur les emplacements. Donc vous ne trouverez pas chez nous, je dis pas que c'est négatif de le faire, mais en tout cas c'est un choix qu'on fait. Vous ne trouverez pas chez nous, par exemple, de résidence de tourisme en Ardèche ou dans le Périgord, etc., etc. On restera sur une sélection drastique au niveau des emplacements, ce qui a un impact aussi sur les rendements, hein, puisque généralement sur des emplacements un peu plus alternatifs, vous avez accès à des rendements qui sont aussi beaucoup plus élevés. On restera sur notre offre sur un range de rendement entre 4% pour les rendements les plus faibles, jusqu'à peut-être 6%, 6,5% pour les rendements les plus élevés, mais ça correspondra à une sélection drastique en termes d'emplacement, où on aura également une vision, et ça fera l'objet d'un exemple juste après, une vision non pas que par rapport au rendement, mais aussi par rapport à la valeur métrique de ce qu'on fait acheter à votre potentiel investisseur. Parce qu'il y a deux choses à voir. Il y a bien évidemment le rendement, mais qui est une lecture qui est partielle de la qualité d'un bien, puisque vous avez une autre lecture qui peut être aussi la valeur métrique. À partir du moment où j'achète un bien à une valeur métrique beaucoup moins importante que les standards du marché sur zone, là, j'ai aussi de la création de valeur potentielle. Concernant les caractéristiques intrinsèques du bien, je vais passer la parole à Mathilde. Oui, avant que tu puisses présenter, du coup, c'est l'exemple qu'on aura sur voilà, l'analyse de la pertinence entre valeur métrique, rendement et occupation. Je vais vous parler des caractéristiques intrinsèques des biens sur lesquels on va avoir une attention toute particulière. On va faire une analyse des points forts et des points faibles du bien en tant que tel. Donc je m'explique, les biens sont dans des résidences, donc ces résidences-là, bien sûr, on va les étudier, mais on va aussi étudier le bien en tant que tel. Donc on va regarder quels sont ses points forts. Alors les points forts, ça peut être sur des résidences de tourisme, un balcon avec vue. Sur du tourisme d'affaires, ça va être par exemple un balcon avec vue sur un monument historique à Paris. Ça va être une vue mer sur du tourisme balnéaire. De manière générale, ça va être un extérieur, en fait, tout simplement, sur une résidence de tourisme. Un stationnement, quand il y a un stationnement en plus sur des résidences seniors ou touristiques également, c'est des choses qui vont venir rentrer en ligne de compte dans l'analyse qu'on va faire. Un casier à ski pour des résidences de montagne, par exemple. Voilà, tout autant de choses qui vont être des points forts qu'on va nécessairement prendre en compte
Ça peut relever du détail à première vue, mais en fait, c'est des choses voilà, qu'on va prendre en compte. De la même manière qu'on va prendre en compte en fait tout ce qui est points faibles. Sur des points faibles, des exemples, vous allez avoir vue sur des rails ou la proximité avec un périph. Ça peut être un rez-de-chaussée, par exemple, sur des biens avec occupation, parce que Olivier va vous en parler après. L'occupation peut être un élément vraiment très important dans la décision d'acheter d'un investisseur. Ça peut être une exposition, l'exposition nord, pareil, sur des biens sur lesquels on va avoir de l'occupation. Ça va être des points faibles, donc pour venir aussi faire rentrer en ligne de compte. Voilà. Alors justement, l'exemple dont je vais vous parler tout à l'heure, pour mettre en avant le fait que l'analyse sur le marché secondaire ne peut pas se faire qu'à l'aune du simple rendement. Voici une opération qui vient d'être estimée chez nous et sur laquelle on est en train de signer un mandat de vente, donc qui sera à commercialisation relativement rapidement, en tout cas on l'espère. En l'occurrence, une résidence qui s'appelle Andromède aux Deux Alpes, avec un exploitant qui s'appelle Village Club du Soleil. Alors les Deux Alpes, je ne vais pas vous représenter cette station qui est une des plus grande notoriété au niveau du massif alpin, qui fonctionne très bien l'hiver, mais également aussi très bien l'été. On est sur un terrain d'un peu plus de 20 mètres carrés que l'on sortira à la commercialisation à moins de 70 000 euros, ce qui fait un prix de vente au mètre carré de 3 446 euros. Alors effectivement, on sera sur un rendement qui peut paraître pour de la résidence de tourisme relativement faible. Vous pouvez avoir des standards de rendement beaucoup plus importants sur d'autres typologies d'investissement, mais là la création de valeur, elle se fait peut-être moins par le rendement que par le positionnement prix au mètre carré, puisque vous avez un prix moyen de l'ancien aux Deux Alpes qui se situe à 5 500 euros du mètre carré. Donc quand vous achetez une résidence récente à 3 446 euros du mètre carré, eh bien vous avez un jump au niveau de la valorisation qui est forcément extrêmement important. Je rajoute à cela le fait que, au-delà des 4% de rendement, il y a une occupation possible qui va venir grignoter au fur et à mesure le rendement en fonction de l'occupation que l'on a. Une occupation au maximum de 8 semaines par an. C'est-à-dire si je prends 8 semaines par an, je tombe à 0 de rendement. Si je prends 4 semaines, grosso modo, je tombe à 2 de rendement. Ce qui fait que là, vous avez un produit qui est extrêmement sympathique, dans le sens où vous avez un mix entre le rendement, la valorisation métrique et l'occupation possible qui est extrêmement intéressant. Je n'ai pas besoin d'avoir 6-7% de rendement sur ce bien-là, ce qui aurait fait une valorisation pour le vendeur totalement inintéressante pour lui et on n'aurait certainement pas eu le mandat, il n'aurait certainement pas été vendeur. On n'a pas besoin d'un rendement plus important puisque la valorisation et la création de valeur se fait aussi beaucoup par un prix d'acquisition extrêmement favorable par rapport au prix de l'ancien. Et en plus de ça, je pourrais utiliser mon bien en simili-résidence secondaire si je veux aller au ski l'hiver ou faire des randonnées l'été. Donc voilà un exemple qui nous paraissait intéressant de vous partager. Mathilde, je te laisse la parole sur les sujets travaux notamment. Oui, alors d'autres éléments qu'on va prendre en compte dans les estimations des biens que vous pourriez nous confier, ça va être la qualité et l'entretien de la résidence. Je vous parlais tout à l'heure des qualités intrinsèques du bien. Ce bien fait partie d'une résidence, donc qui a un emplacement géographique, on vient de le voir avec Olivier, qui est important. Et cette résidence, on va aller l'étudier vraiment sous tous ses aspects en termes de qualité et d'entretien. Donc, je m'explique, on va notamment regarder les travaux qui ont été effectués. Est-ce que la résidence, elle a été rénovée? Est-ce qu'elle est entretenue régulièrement? C'est-à-dire, est-ce que dans les PV d'AG, je vois qu'il y a des travaux qui sont effectués régulièrement? Des travaux qui sont effectués régulièrement, en fait, c'est positif au sens où cela veut dire que les bailleurs entretiennent la résidence, font le nécessaire pour garder le niveau de qualité nécessaire pour un taux de remplissage intéressant. On va regarder également les travaux à prévoir parce que c'est des choses qui vont avoir un coût.
pour le bailleur, également pour l'exploitant, parce que souvent, c'est des choses sur lesquelles exploitants et bailleurs s'accordent voilà, partager. Alors, on va regarder l'impact que ça va avoir sur le rendement, mais aussi également l'impact que ça va avoir sur la résidence. Les travaux à prévoir, si c'est une rénovation de qualité qui permet de conserver une résidence sur un marché sur lequel on a une clientèle qui est toujours de plus en plus exigeante. Voilà, donc refaire l'intérieur des appartements, mais également les parties communes. C'est hyper important, donc c'est des choses qu'on va regarder. Le DPE, hyper important. Là, on va prendre en compte les impacts du décret tertiaire et de la loi climat. Alors, la loi climat, je pense que vous la connaissez un petit peu maintenant. C'est cette loi qui a eu de forts impacts, notamment sur la location, qui va en avoir de plus en plus. On sait que depuis le 1er janvier 2003, avec cette loi, les logements classés G+, alors, ils sont hyper rares, hein, mais voilà, les logements ayant un DPE G+, sont interdits à la location. Et puis, au fur et à mesure des années, donc 2025, les mises en location seront interdites pour les logements de classe G tout court. Et puis 2028 pour les logements de classe F et G, évidemment. 2034 pour les logements de classe E, F, G, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'on va prendre en compte, évidemment. Alors, vous le savez ou pas d'ailleurs, mais le ministère de la Transition écologique était venu apporter une précision justement sur les résidences de tourisme, parce que en fait, cette loi climat, on peut se demander si elle s'applique à toutes les résidences, à tous les segments sur lesquels on va travailler. Donc, je rappelle, on travaille sur l'étudiant, on travaille sur le tourisme, on travaille sur le senior. Tourisme, ça va aussi bien être du tourisme d'affaires que du tourisme mer ou montagne. Voilà, donc en fait, le ministère de la Transition écologique était venu apporter une précision en expliquant que cette loi-là n'allait pas concerner les meublés touristiques en résidence de tourisme. Sauf que on a aussi ce fameux décret tertiaire et ce décret tertiaire concerne précisément les résidences de tourisme, puisque on est sur des bâtiments à usage tertiaire en ce qui concerne les résidences de tourisme. Et là, en fait, le législateur est venu demander aux bailleurs, donc aux propriétaires de ces bâtiments tertiaires, de réduire leur consommation d'énergie finale à l'horizon 2030. 2030, mine de rien, c'est demain. Et donc, cela va nécessiter aussi certains travaux, des travaux qui vont être nécessaires et sur lesquels l'acquéreur sera amené à contribuer donc à la mise en œuvre de ces actions. Donc, autant de textes de loi qui nous permettent de déterminer l'importance de la prise en compte du DPE dans nos estimations, parce qu'on sait que ça va avoir un impact dès demain. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on est obligé de prendre en compte, bien évidemment. On va prendre également en compte dans cette qualité, cet entretien de la résidence, les parties communes. Et là, on va regarder les services proposés et leur entretien. Alors, les services proposés, on va notamment aller regarder sur une résidence étudiante, est-ce qu'il y a une laverie? Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est important de le vérifier. Est-ce qu'il y a une piscine, une salle de sport dans des résidences de tourisme? Est-ce qu'il y a des salles de réunion, des espaces de travail dans les résidences à faire? Voilà, donc toutes ces petites choses-là qui, prises une par une, sont des détails, mais qui, mises bout à bout, sont finalement hyper importantes. On va aller les regarder et on va regarder leur entretien. Alors, regarder l'entretien d'une résidence, je ne vous cache pas qu'on ne va pas pouvoir se déplacer sur toutes les résidences, mais on a quand même un indicateur qui est à la disposition de tout le monde. C'est les avis Google. Et en fait, avec les avis Google, on sait très bien comment la résidence est entretenue, comment sont les parties communes, dans quel état elles sont. Et ça, on va aussi aller le regarder.
Alors au-delà de ça, bien évidemment, un travail d'analyse et de sélection important concernant l'exploitant, qui est la pierre angulaire de ce type de montage. Alors, on va être nous contraints, et c'est une bonne chose, par le fait que l'exploitant, si on le propose sur la plateforme LRP, que ce soit sur le neuf ou sur l'ancien, doit être validé, doit passer les fourches codines du process de validation Arkea. Donc il y a nécessairement une sélectivité qui est extrêmement importante, et on va prendre en compte des choses que vous connaissez bien évidemment, l'expérience, la stabilité financière, la réputation. Et au-delà de ça, au-delà de ces éléments factuels et financiers concernant l'exploitant, on va avoir une analyse également très forte des comptes de résultats d'exploitation de la résidence, et surtout le fait de vérifier le taux d'effort. C'est un élément fondamental en location meublée, en résidence service. C'est ça qui permet de sécuriser au maximum l'investissement de vos clients. Le taux d'effort, je vous le rappelle, c'est le montant de loyer versé à vos investisseurs rapporté au chiffre d'affaires généré par l'exploitant sur la résidence. Et ce taux d'effort, qui doit être dans des standards que vous connaissez peut-être, c'est entre 15 et 20% sur la résidence médicalisée, c'est plutôt entre 35 et 45% sur le senior, et le touriste, c'est plutôt 50-60% sur l'étudiant. Donc ces éléments-là sont aussi importants. L'analyse du business plan, pas du business plan là pour le coup, parce qu'on est sur de l'ancien, mais l'analyse des comptes d'exploitation passés pour vérifier que le niveau de loyer est cohérent. Et si ce niveau de loyer est cohérent, eh bien, on va se prévenir très fortement de risques potentiels de baisse de loyer futur sur l'opération, notamment dans le cadre du renouvellement du bail commercial, même si, bien évidemment, Mathilde fera un travail aussi au maximum pour essayer, dans la mesure du possible, de renégocier des baux fermes avec les exploitants, parce que c'est une possibilité aussi qui nous est offerte dans le cadre d'un mandat qu'on prend, c'est de prendre attache avec l'exploitant pour tenter de renégocier avec lui un nouveau bail ferme, ce qui facilitera bien évidemment la revente du lot à un futur investisseur. Sur le bail commercial, Mathilde? Oui, alors ça va rejoindre pour certains aspects ce que tu viens de dire, Olivier, mais l'analyse du bail commercial, c'est quand même la pierre angulaire de l'investissement pour l'acquéreur. Il va être scruté vraiment à la loupe. On va regarder à la fois les aspects juridiques, donc là, c'est une étude vraiment minutieuse de l'ensemble du bail et de l'ensemble de ses articles. On va vérifier que, voilà, que les services proposés, par exemple, par la résidence répondent à l'exigence de l'assujettissement à la TVA. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, on va aller regarder vraiment chaque aspect juridique du bail pour être sûr de ce qu'on transmet à l'acquéreur, et toujours dans cette idée de sécuriser la transaction. L'équilibre financier, donc Olivier vient d'en parler un petit peu. On va vérifier le fameux taux d'effort, donc qui passe par l'étude des comptes d'exploitation, qu'on demande à chaque fois. Voilà. On va vérifier dans le bail également que les charges soient correctement réparties entre bailleurs et preneurs. Et ça va concerner à la fois les charges de copropriété et la taxe foncière. Voilà. On va vraiment regarder tout ça dans son ensemble. On va regarder la durée restante du bail. Et là, comme le disait Olivier, notre but, ça va être de questionner l'exploitant et éventuellement de l'accompagner sur l'issue du bail. Voilà, renégocier avec lui un bail ferme, potentiellement. Voir ce qu'il envisage aussi en termes de travaux, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais dans les parties privatives, qu'est-ce qu'il envisage de faire exactement? Qu'est-ce qu'il envisage de prendre à son compte? Qu'est-ce qu'il envisage de faire peser sur le bailleur? Le renouvellement du mobilier, à quelle échéance il compte le faire et pour quel montant? Est-ce qu'il envisage une baisse de loyer à l'issue du bail? Voilà, donc ça, c'est une étape que nous, on se charge de faire, bien évidemment. On contacte l'exploitant et on n'y déroge pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va s'astreindre à faire à chaque fois. Parce qu'on veut être sûr de ce qu'on propose à l'acquéreur. On va maîtriser cet équilibre entre vendeur et acquéreur, mais bien évidemment que ça passe par la sécurisation de la transaction pour l'acquéreur également. Voilà.
Un exemple intéressant pour illustrer le propos sur une estimation que tu as faite récemment, Mathilde, où tu as contacté l'exploitant. Tu as eu l'information, alors c'est une information qui doit être suivie des faits, bien évidemment, mais que l'exploitant ne souhaitait pas revenir sur le niveau de loyer au renouvellement du bail. Donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux dans le cadre de l'estimation, puisque quand on a ce type d'informations depuis l'exploitant, eh ben, ça nous permet d'avoir un pricing du risque au plus juste par rapport au bien qui vous est proposé. Donc tout ce travail de contact avec l'exploitant, il est absolument fondamental, et on a la chance bien évidemment d'avoir en accès direct les exploitants, puisqu'on a au niveau du groupe un gros track record sur la location meublée en résidence service. Donc on a les points d'entrée nécessaires pour pouvoir rentrer en contact avec l'ensemble des exploitants avec lesquels on va travailler. Avant de conclure, dernier élément sur l'analyse que l'on réalise par rapport aux biens que l'on source sur le marché secondaire. Bien évidemment, on va prendre en compte aussi à la fois les tendances actuelles du marché, et on va faire aussi une analyse concurrentielle par rapport à ce qui est déjà sur le marché en termes notamment de rendement. Ça va venir affiner aussi bien évidemment l'estimation qu'on va donner à votre vendeur potentiel. Les tendances actuelles, c'est un élément aussi fondamental. Je parlais tout à l'heure de la résidence médicalisée. Voilà, au-delà de la politique de rendement que j'évoquais tout à l'heure, il y a clairement des tendances de marché qui sont pas bonnes pour la raison que vous connaissez. Il y a aussi de nouveaux modèles qui se mettent en musique aujourd'hui au niveau des résidences-services, et notamment les résidences qui ont des cibles locatives mixées entre les étudiants, les jeunes actifs et également les touristes de loisirs et d'affaires. Et puis, on va prendre en compte également les tendances de marché par rapport aux intérêts des investisseurs, puisque notre objectif, au-delà de prendre un mandat, c'est surtout de contenter votre vendeur en termes de prix, mais aussi en termes de rapidité de vente du produit. Donc, ça veut dire qu'il y a des biens que vous nous enverrez sur lesquels on ne souhaitera pas remettre d'estimation. Ça ne veut pas dire que nos chers confrères ne le feront pas, mais on ne le fera pas parce que on estime soit que le prix que l'on propose aux vendeurs est pas cohérent par rapport à ses intérêts, soit on estime que les conditions ne sont pas réunies par rapport aux tendances de marché et par rapport à la concurrence pour pouvoir vendre le bien rapidement. Donc on essaye d'avoir au maximum un discours de vérité vis-à-vis de vous et vis-à-vis de vos clients pour respecter nos engagements. Et notre engagement, c'est quand même d'avoir au maximum une commercialisation la plus rapide possible du bien. Voilà, l'objectif, c'est pas de multiplier les mandats pour en avoir 500 lots en stock, dont 300 ou 400 potentiellement qui dorment. L'objectif, c'est d'avoir une vision dynamique de notre offre et de réduire au maximum le temps d'écoulement pour que tout le monde soit satisfait. Et pour cela, eh bien, ma chère Mathilde, on compte sur nos partenaires pour être pour nous des apporteurs d'affaires sur de futurs lots à la commercialisation. Exactement. Alors, le but de cette slide, c'était de vous montrer les documents que je vais étudier moi, parce que je vais avoir besoin pour étudier tout ce dont on vient de parler de documents. Je ne peux m'appuyer que sur ce que vous allez m'envoyer. On va étudier la propriété et la copropriété. Ça, je pense que maintenant, vous l'avez saisi. En fait, on va regarder le bien et la résidence. Je vais avoir besoin d'un acte notarié ou d'une attestation de propriété, tout simplement pour vérifier que la personne peut vendre seule, par exemple, ou alors, voilà, on a des cas de divorce parfois, donc vérifier qui doit être signataire du mandat. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir vérifier avec le titre de propriété. Le bail commercial, je vous l'ai dit, c'est la pierre angulaire, donc c'est vraiment un élément central. Je vais en avoir besoin quoi qu'il arrive. Toute information ou communication provenant de la part du gestionnaire va être importante aussi, parce que ça va me permettre de savoir ce qu'il envisage. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on contacte l'exploitant, mais si déjà on a quelques éléments comme ça pour une estimation dans un premier temps, ça peut être très pertinent.
les factures de loyer, parce qu'il est important de voir comment s'est comportée l'évolution de ce dernier sur l'ensemble de l'investissement du bailleur. Les indexations, est-ce qu'elles ont bien eu lieu? Est-ce que du coup, on est sur un niveau de loyer qui est cohérent aujourd'hui? Le plan du lot, ça va me permettre aussi de voir les petites choses dont on a parlé, sur les caractéristiques intrinsèques du bien. Les comptes d'exploitation pour vérifier justement ce taux d'effort, la copie de la dernière taxe foncière pour que je puisse calculer aussi quel niveau de charge il y a sur le bien en question. Et puis tous les documents de copropriété, donc les PV d'AG pour vérifier les travaux qui ont eu lieu, ceux qui sont à prévoir, toute information qui est relative à potentiels travaux. Ou procédure aussi, les décomptes de charges pour que je puisse calculer aussi quel est le rendement net sur lequel on va arriver une fois qu'on aura déduit ces charges du montant de loyer. Alors, si vous êtes en train de prendre peur avec tous ces documents, pas de panique. Vous avez mon numéro qui s'affiche là. Vous m'appelez en fait. Peu importe le questionnement que vous avez, les documents, on sait que les propriétaires les ont pas toujours tous à portée de main. Je peux les aider à aller les récupérer. Il y a d'autres biais, même si le propriétaire a perdu un certain nombre de documents, il y a d'autres façons de récupérer ces documents-là. Donc, je vous apporterai les solutions. Pareil, vous avez peut-être des freins qui vous viennent en tête. J'ai un client, par exemple, qui a acheté il y a seulement 4 ans. Est-ce que c'est vraiment le moment de revendre? Vous m'appelez, il y a des solutions. En fait, il va falloir que j'étudie les choses au cas par cas. Il n'y a aucun dossier qui ressemble à un autre. Par exemple, sur le cas que je viens d'évoquer, la personne est juste propriétaire depuis 4 ans. Eh bien, quel est l'objectif? Pourquoi souhaite-t-il revendre? On va aller regarder tout ça. Est-ce qu'il a pris une assurance revente, par exemple? Donc voilà, c'est tout un tas de choses que je vais étudier également. Donc, il ne faut pas voir un frein sur ce genre de sujet. Au contraire, dès que vous avez un questionnement, vous m'appelez, on trouve des solutions ensemble. Vous avez un portefeuille, je l'ai déjà fait pour certains d'entre vous qui sont peut-être connectés aujourd'hui. Vous avez un portefeuille de clients qui ont investi il y a un certain nombre d'années et vous vous demandez comment aujourd'hui les recontacter pour vous créer du business, justement. Quels sont les arguments, comment aller les chercher. Vous m'appelez, on trouve des solutions ensemble, on regarde ce qui est vendable aujourd'hui, puisque, comme on étudie aussi les tendances de marché. Donc, on sait aujourd'hui ce vers quoi les investisseurs vont avoir tendance à aller. J'ai un client aussi, par exemple, qui a un capital restendu qui est plus important que ce que propose le marché actuellement en termes d'estimation. Est-ce qu'il peut revendre? Pareil, c'est des choses sur lesquelles on va vous trouver des solutions. Vous m'appelez, voilà, mon numéro il est là, vous m'appelez, n'importe quel cas, je l'étudierai avec plaisir. Voilà. Eh ben, merci Mathilde. Alors effectivement, il faut pas hésiter parce que c'est une occasion pour vous de générer du business complémentaire. Déjà de satisfaire un client vendeur et puis de lui faire réaliser un capital que vous pourrez traiter par ailleurs sur votre activité de gestion de patrimoine. Donc ça, c'est un élément important. Et le fait qu'on soit sur une acquisition récente ou relativement récente n'est pas forcément un frein ultime à la revente. On l'a vu, on a traité de nombreux cas récemment sur des biens qui étaient livrés depuis moins de 5 ans ou moins de 10 ans. Et on a réussi à trouver des équilibres en termes de revente avec le vendeur qui était tout à fait acceptable. Donc ça veut pas dire qu'on va y arriver sur tous les dossiers, mais on peut y arriver en tout cas sur certains. Donc nos engagements, c'est de la réactivité bien évidemment sur l'estimation, sur la mise en production du lot, sur la revente également. Et puis c'est surtout bien le fait de vous fournir des estimations qui soient les plus précises possibles pour que voilà, on ne vous promette pas des nets vendeurs qui ne soient pas en rapport avec ce qu'on est en capacité de vendre. N'hésitez pas à contacter Mathilde, qui sera effectivement un plaisir de prendre en charge vos dossiers et d'aller au plus vite à la vente des biens de vos clients. Et puis vous pouvez intervenir aussi
à la commercialisation, puisque vous avez sur votre espace partenaire la référence Pierre, eh bien, les produits qui sont actuellement accessibles à l'investissement. Donc, vous pouvez intervenir des deux côtés, bien évidemment, et pour ce qui concerne le commissionnement lié à tout ça, eh bien, je vous laisserai voir cela directement avec vos interlocuteurs ou interlocutrices commerciales de proximité. On en a terminé, on a dépassé un petit peu le timing, désolé, mais on avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a intéressé, et donc n'hésitez pas à nous solliciter sur cette activité nouvelle pour nous, même si elle a déjà quelques mois. En tout cas, on est en ordre de marche, ça fonctionne, et je pense qu'on est capable de vous apporter une valeur ajoutée importante sur ce marché. Merci beaucoup Mathilde. Merci Olivier. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous dire à très bientôt pour de nouveaux webinaires. À très bientôt, au revoir. Très bonne journée à tous.